Nous atteignons un moment critique de la guerre en Ukraine. La grande opération de communication qui prétendait renverser le cours du conflit s'est essoufflée et la réalité s'impose. Les Ukrainiens ne parviennent plus à intercepter les missiles russes. Même les drones passent presque tous. Le pays est désormais largement enclavé à cause du blocus naval. Plusieurs fronts critiques cèdent et la résilience ukrainienne, aussi impressionnante soit-elle, s'est payée au prix fort. L'envoi d'hommes de plus en plus âgés au combat et l'épuisement des stocks d'armes de l'OTAN. Récemment, quelques 800 drones ont réussi à franchir les défenses aériennes et à frapper des cibles jusqu'à Moscou et dans d'autres villes, y causant des dégâts. C'est pas de nature à mettre la Russie à genoux, quoi qu'en disent certains commentaires. Mais ces drones, dotés de moteurs de conception britanniques, volaient plus loin, plus vite, à une vingtaine de mètres au-dessus des arbres repérés trop tard par les radars russes. C'est plus un simple agacement pour Moscou. Beaucoup de Russes sont sincèrement en colère et veulent la fin de cette guerre. Et cela pose une question de plus en plus pressante. Combien de temps la Russie tolérera-t-elle cela avant de frapper les sites où ces drones sont fabriqués, en Allemagne ou au Royaume-Uni ? Sur le terrain, les forces russes sont désormais aux abords de Zaporijia. Le pont que l'on présentait comme un point stratégique majeur a été endommagé. Surtout, l'étau autour d'Odessa s'est considérablement resserré. Or, Odessa est un cordon ombilical pour une Ukraine déjà sous perfusion, dépendante de tout ce qui lui parvient par la Pologne. Et les relations de Kiev avec Varsovie sont exécrables, les Polonais en ont assez. La population ukrainienne a chuté d'au moins la moitié depuis le début de la guerre, on parle de 10 millions de retraités. Traîner ces hommes sous l'uniforme pour les asseoir dans une tranchée est une perte de temps. Un développement mérite l'attention. Le chef d'état-major général russe arriverait au terme de son mandat à la mi-septembre. Il a longtemps incarné une manière soviétique de faire la guerre lente, pesante, méthodique que beaucoup de Russes lui reprochent et que ni le pouvoir ni l'opinion ne veulent plus. On réclame de l'action décisive. Le nom de son successeur en dira long sur la suite, car aujourd'hui, les forces russes disposent des effectifs, du matériel et des capacités nécessaires pour réussir. Reste la météo. Tant que le sol demeure sec, septembre pourrait être un mois décisif. Quant à la crainte d'une entrée en guerre des Européens, elle n'a pas disparu, mais elle a perdu de l'altitude. On prend conscience que les Européens ne peuvent pas engager grand-chose. Les États-Unis, eux, sont surétirés. Déjà en peine de mener une seule campagne au Proche-Orient contre l'Iran, à court de munitions, avec une marine bien plus réduite qu'autrefois. Si l'État ukrainien venait à s'effondrer et que les forces russes franchissaient le fleuve, il est très peu probable que Washington intervienne, ce qui laisserait les Européens seuls. Et ferait-il quoi que ce soit au-delà des discours ? Probablement pas, car la Pologne ne suivrait pas. C'est le point décisif. La Pologne possède sans doute l'une des meilleures armées de l'OTAN, bien entraînée, disciplinée, mais sa direction a été claire. Plus aucun soldat polonais n'ira en Ukraine. Il y a un précédent. En 1981, lors de la loi martiale en Pologne, le commandement soviétique du théâtre occidental avait conclu que toute offensive vers l'Ouest était devenue impossible, tout simplement parce que la Pologne, en plein désordre, n'était plus une base d'appui fiable. La leçon vaut encore. Sans la Pologne fermement dans son camp, aucune offensive n'est possible. C'est aussi fondamental que de vouloir débarquer en Normandie sans disposer de la Grande-Bretagne. Passer par la Baltique, y engager quoi que ce soit reviendrait à le faire détecter et couler aussitôt. Donc quoi que déclare Berlin, Londres ou Paris, il faut l'écarter. Cela n'arrivera pas. Et cette prise de conscience gagne les hauts responsables russes. Sur le plan des forces, on compte désormais au moins 20 000 soldats nord-coréens sur le théâtre, avides d'expérience du combat, tandis que la Russie forme quelques 150 000 réservistes. Les Russes sentent le sang. Ils savent que l'Ukraine est un animal mortellement blessé, déjà un zombie. Leur crainte n'est plus l'Ukraine, mais une éventuelle intervention européenne, et cette crainte se dissipe. Là, de ces opérations qui n'étaient que des piqûres d'épingles et qui sont devenues de véritables coups de couteau, 38% de la capacité de raffinage russe réduite, exportation de carburant suspendu, beaucoup au plus haut niveau disent à leurs dirigeants « c'est le moment d'exploiter la faiblesse identifiée et de frapper fort ». D'où la question de la diplomatie. Le conseil que recevraient les dirigeants russes serait limpide. Laissez-les parler, mais n'y prêtez aucune attention et menez cette guerre sans merci. Car les Européens ne veulent pas une vraie fin de la guerre. Ils veulent une pause pour se réorganiser, se rééquiper et préparer l'Ukraine à une manche suivante. Les Russes le savent et n'ont aucune raison de faire confiance à quiconque est aujourd'hui au pouvoir. Ils ont patienté, attendant la chute de ces gouvernements, et celui de Berlin n'a jamais été aussi proche du bord. La même logique vaut pour l'Iran. Combien de fois faut-il mentir à Téhéran avant qu'il ne juge la discussion inutile ? Les nouveaux responsables nommés au poste clé ne sont guère enclins à un règlement négocié. Beaucoup ont perdu des proches dès la guerre Iran-Irak, un conflit qui pèse pour eux autant que la Seconde Guerre mondiale pour d'autres.
et que l'Occident ne mentionne même jamais. L'attitude iranienne, pour l'heure, se résume à un refus catégorique de négocier, et l'essentiel de la rhétorique diplomatique n'est destiné qu'à la consommation intérieure occidentale, ce discours selon lequel tout cela relèverait d'une stratégie géniale et d'une nouvelle architecture. Il contribue peu, être à l'émergence d'une nouvelle architecture, mais rien qui serve l'intérêt des peuples concernés et qui détruit au passage la plupart des partenaires stratégiques de la région. Car la toile de fond est économique. L'Américain moyen pose 2 questions. Que faisons-nous là-bas? Et surtout, il s'inquiète de l'inflation, de la hausse des prix. Les marchés sont sombres. Le rendement de la dette souveraine grimpe dangereusement. Le jour où le taux de référence à 10 ans franchira les 5%, cette dette deviendra ingérable. Fait inquiétant, les taux et les rendements montent ensemble, alors qu'ils évoluent d'ordinaire en sens inverse. En Europe, le prix du diesel explose et le diesel fait tourner l'économie, les transports, l'électricité. La dédollarisation, elle, paraît désormais impossible à enrayer. Et si le conflit reprenait dans le Golfe, l'Iran a prévenu qu'il détruirait les infrastructures pétrolières et les usines de dessalement de la rive occidentale du Golfe Persique. L'Arabie saoudite n'y résisterait pas. Le monde, en somme, en a assez de l'ingérence, des brimades et de la domination financière, et l'on ne peut pas dépouiller les autres de leur argent tout en attendant leur coopération. Côté russe, le ton change nettement. Le chef de la diplomatie longtemps retenu semble avoir la bride sur le cou, ses critiques des États-Unis se font ouvertes, là où la consigne était naguère de les éviter. Les menaces de saisir des navires européens en réponse aux arraisonnements de navires russes ou le déplacement démonstratif dans les îles Kouril adressées au Japon disent la même chose, la Russie passe à l'offensive. Beaucoup concluent que ce n'est qu'en frappant en retour, à divers niveaux, qu'ils obligeront l'Occident à les prendre au sérieux. La position militaire américaine dans le Golfe illustre le malaise. Un porte-avions maintenu en mer pendant près de 300 jours, c'est un enfer. La seule chose qui rompt la monotonie, ce sont les avions qui décollent périodiquement. Les équipages sont épuisés et écœurés. La marine n'a plus la taille d'autrefois et se tient à plusieurs centaines de kilomètres au sud pour éviter les missiles et les drones iraniens. Un blocus aussi long et profond exigerait au moins une centaine de navires, on ne les a pas. Et dans tous les jeux de guerre, la perte d'un porte-avions devient un catalyseur de guerre à grande échelle. Abattre quelques avions est une chose, frapper un porte-avions en est une autre. Ces appareils, comme le chasseur le plus coûteux de l'histoire, posent la question du rapport entre le risque et le retour sur investissement. Ces interrogations remontent et les réponses de la Maison-Blanche ne sont guère satisfaisantes. Comment tout cela peut-il finir ? Pour la Russie, revenons au printemps 2022, un accord avait été ébauché, une Ukraine neutre, Moscou acceptant même de laisser le Donbass en main ukrainienne pourvu que les russophones soient traités en égaux. Cette occasion a été détruite. Que demanderont désormais les Russes ? L'élimination de ce régime et de ses soutiens, trop d'atrocités ont été commises, trop de sang versé de tous côtés. Washington n'a jamais eu d'intérêt stratégique vital en Ukraine, la ligne d'intérêt réel s'est toujours arrêtée à la frontière polonaise. Le pouvoir russe ne rendra pas ce qui est aujourd'hui territoire russe, ni les gains hérités de la victoire de 1945. Mais il ne veut pas non plus gouverner des Ukrainiens. Aucun Russe sensé ne souhaite s'installer là. Bah. Ce que Moscou veut, c'est voir émerger une entité qui ne soit ni hostile, ni un satellite de l'OTAN, ni une base de projection de violence contre la Russie. Comme il ne l'obtiendra ni de l'Occident ni des Européens, il devra l'imposer et négocier avec les États voisins de l'Ukraine par-dessus la tête du gouvernement de Kiev. Le cas de l'Iran est comparable. Téhéran ne veut pas tout occuper, l'acquisition territoriale est un mythe coûteux, car il faut ensuite administrer et protéger les populations. La priorité iranienne, c'est le départ des Américains largement obtenu. L'essentiel dépendait des installations de la 5e flotte à Bahreïn, aujourd'hui perdues et qui ne reviendront pas. En Europe de l'Est comme au Proche-Orient, la seule stratégie américaine restante consiste à faire durer jusqu'à l'effondrement financier ou l'humiliation militaire. Et si un porte-avions était gravement touché, on le retirait. On ne coule pas facilement un tel navire à longue distance, on peut le mettre hors de combat, rarement l'envoyer par le fond. Mais si l'un d'eux était sévèrement frappé, malgré les menaces de déchaîner l'enfer, l'Amérique dirait sans doute « un instant, ramenons nos hommes ». Enfin, un avertissement aux Européens, leurs armées sont exsangues. La Grande-Bretagne n'a pratiquement plus de marine, une armée réduite à l'ombre d'elle-même. La France a toujours réservé sa dissuasion nucléaire à la défense de son propre sol. L'armée allemande est en piteux état, aussi mal préparée que quiconque au nouveau champ de bataille. Il y a des raisons à la voix plus assurée de Moscou et à son agressivité croissante, et les Européens feraient bien de les prendre très au sérieux, car rien n'indique qu'ils le font.